bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources concernant Assimi Goïta, au Mali, un militaire arrivé à la tête du pays suite à 2 coups d'État. Très rapprochés d'ailleurs, 2020-2021. Oui, coup sur coup. Exactement. Et le contexte, il est tendu, insécurité persistante, et puis cette forte volonté de souveraineté affichée. Tout à fait. Alors l'idée, c'est d'essayer de décortiquer un peu son parcours, ses actions clés, et comment il est en train de redéfinir le Mali, ses alliances aussi, surtout avec cette nouvelle alliance des États du Sahel, l'AES. Oui, c'est important de rappeler d'où on vient, hein. Ces coups d'État, ils ne sortent pas de nulle part. Il y avait une frustration populaire immense face à la gestion de la crise djihadiste, et puis toutes ces accusations de corruption contre l'ancien régime. D'accord. Et ce qui devait être juste une transition, ça ressemble de plus en plus à une consolidation du pouvoir, quoi, méthodique même. Ah oui. Consolidation, le mot est juste. Les étapes sont assez parlantes. D'abord, il s'autoproclame général d'armée. Ça, c'était en octobre 2024. Et puis, la décision choc, en mai 2025, dissolution de tous les partis politiques. Ça, quand même, c'est pas rien. Comment on justifie un truc pareil? Officiellement, l'argument, c'est la refondation, rompre avec le passé, les vieilles pratiques jugées inefficaces, corrompues, etc. Mais bon, pour beaucoup d'observateurs, c'est surtout un moyen de museler toute opposition organisée, quoi. Logique, d'une certaine manière. Et le point d'orgue de tout ça, c'est ce fameux mandat présidentiel. 5 ans, renouvelable, et surtout octroyé sans élection par le Parlement de transition, là, en juillet 2025. Difficile de ne pas y voir une centralisation très forte du pouvoir. Oui, le chemin semble assez clair. Et en même temps, sur le plan diplomatique, c'est un virage à 180 degrés, non? Il se présente vraiment comme le défenseur de la souveraineté malienne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper les ponts, ou en tout cas prendre beaucoup de distance, avec les partenaires historiques, la France, bien sûr, en premier lieu, mais plus largement l'Occident. D'accord? Et à l'inverse, un rapprochement très très net avec d'autres acteurs. La Russie, évidemment, dont le soutien est devenu crucial, tant militairement qu'économiquement, et puis rapprochement aussi avec les voisins au régime similaire, Burkina, Niger, au sein de cette fameuse AES. Justement, l'AES, il en prend la présidence en juillet 2024. Ça devient la clé de voûte de sa politique étrangère, on dirait. C'est exactement ça. On a vu des accords importants avec la Russie, juin 2025, commerce, énergie, même un potentiel nucléaire s'est mentionné, et ce projet de sortir de la CEDEAO, c'est une refonte géopolitique complète pour le Mali. Complète, oui. Et sur le plan militaire, la menace djihadiste, elle est toujours là, faut pas se leurrer, mais il y a eu ce succès très symbolique, fin 2023. Kidal. Kidal, oui, la reprise de Kidal, ville stratégique dans le nord. Avec l'appui russe, un appui décisif, c'était un objectif majeur, très médiatisé. Et l'armée malienne elle-même. Les sources évoquent une modernisation. Oui, il y a un effort visible, c'est vrai, les salaires ont été améliorés, il y a eu des achats de matériel neuf, et puis cette annonce en 2025 de vouloir créer une industrie militaire nationale. L'idée derrière tout ça, c'est clair, l'autonomie stratégique, c'est le pilier de la souveraineté qu'ils revendiquent. Ce qui nous amène à l'économie. J'ai noté un projet qui semble majeur, cette raffinerie d'or, annoncée en juin 2025, près de Bamako. Capacité 200 tonnes par an. C'est énorme, non? C'est juste un symbole ou... Ah, c'est assurément un symbole très fort. Traiter l'or du pays, sur place, avec l'aide des Russes, c'est un message de reprise en main des ressources nationales. Ça va de pair avec le nouveau code minier qui donne plus de contrôle à l'État. D'accord. C'est un défi lancé aux anciens circuits économiques un peu post-coloniaux, si on veut. Maintenant, est-ce que ce sera économiquement viable à cette échelle? Bon, ça, l'avenir le dira. Mais politiquement, l'impact est immédiat. Et à part l'or, il y a d'autres choses mises en avant. Oui, on parle de projets sociaux, l'accès à l'eau potable par exemple, avec des forages. C'est souvent mis en avant. Et au niveau de la US, ça bouge aussi. Projets de banque d'investissement commune, passeport biométrique AEU, tout ça lancé en 2025. Il y a aussi des choses moins spectaculaires peut-être, comme promouvoir les langues locales ou préparer un code pénal commun pour la criminalité transfrontalière. C'est un tableau assez volontariste, on va dire. Mais il y a l'autre côté de la médaille, hein. Les critiques sur le plan démocratique, elles sont quand même nombreuses. Ah oui, effectivement. La dissolution des partis, c'est le plus visible, mais il n'y a pas que ça. Des médias critiques fermés, des opposants emprisonnés, des ONG internationales expulsées. C'est une concentration du pouvoir qui, oui, inquiète beaucoup les défenseurs des droits humains et de la démocratie. On imagine.
Cela dit, il faut aussi noter que Goïta, il garde une base de soutien populaire non négligeable. Son discours souverainiste, anticorruption, ça parle à une partie de la population. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a survécu à un attentat en juillet 2021. Ça a pu renforcer son image pour certains. D'accord. Alors, si on essaye de faire une synthèse rapide, C'est un bilan complexe et surtout, c'est encore en train de se faire. D'un côté, on a une affirmation très claire de la souveraineté malienne alliée, militaire, diplomatique avec l'AES, économique avec des projets comme la raffinerie. Une tentative de construire un nouveau modèle régional en rupture. et de l'autre, Et de l'autre, un recul démocratique qui est indéniable et beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur la stabilité et la durabilité de ce modèle sur le long terme. ce qui nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Cette alliance des États du Sahel, portée par ces régimes militaires qui veulent rompre avec l'ordre ancien, est-ce qu'elle peut vraiment s'installer comme une alternative durable pour la sécurité, pour le développement dans la région? Ou est-ce que les défis internes, les tensions sur la gouvernance, finiront par freiner ces ambitions? Vaste question.